À 76 ans, dans une fin d'après-midi où la lumière semblait hésiter entre l'or et la cendre, Mathieu Amalric a murmuré une phrase que personne n'avait jamais entendu sortir de sa bouche. Assis près d'une fenêtre étroite, face à un Paris immobile, il a laissé tomber ces mots comme on laisse tomber un secret trop lourd. Je ne pourrai jamais pardonner à 5 personnes. Jamais. La pièce était silencieuse, presque figée, et son regard portait cette fatigue étrange que possèdent ceux qui ont trop longtemps joué avec la lumière des projecteurs. Depuis des décennies, Amalric apparaît aux yeux du public comme un météore insaisissable, acteur, réalisateur, visage énigmatique de plusieurs générations de cinéma. Mais derrière ce parcours éclatant, il y a eu des blessures qui n'ont jamais cicatrisé, des fissures trop profondes pour être comblées par les applaudissements. Ses proches le savaient. L'homme, derrière les rôles, portait un silence dense, une manière de protéger quelque chose de fragile, presque cassé. Ce jour-là, pourtant, quelque chose s'est ouvert. Une faille minuscule, mais suffisante pour laisser passer une vérité longtemps enfouie. Amalric n'avait ni colère dans la voix, ni amertume. Seulement une précision glaciale, comme si ces 5 noms étaient gravés depuis toujours dans un cahier invisible. 5 visages, 5 histoires qu'il n'a jamais pu effacer, malgré les années, malgré les films, malgré les voyages qui auraient dû le libérer de tout. La question s'impose alors, légère comme un souffle, lourde comme une pierre. Comment un homme qui a tout traversé, tout incarné, tout sublimé peut-il rester prisonnier de 5 silhouettes du passé? Et surtout, qui sont-ils vraiment? La confession de Matthieu ne surgissait pas du néant. Pour comprendre ces 5 noms qu'il porte encore comme des ombres tatouées sur la mémoire, il faut revenir bien avant les films, bien avant les tapis rouges, à cette enfance où tout semblait déjà vaciller. Car les blessures de les plus tenaces naissent rarement sous les projecteurs. Elles naissent dans le silence, dans ces instants minuscules où un enfant comprend que le monde peut se fissurer. Mathieu Amalric est né en 1965, dans une famille d'intellectuels où les livres servaient de mur, de refuge et parfois même de barrière. Sa mère, journaliste littéraire, vivait dans une intensité presque brûlante. Son père, chercheur, habitait davantage ses pensées que le monde réel. Entre eux, le jeune Mathieu apprit très tôt 2 choses. Parler fort n'assure pas qu'on soit entendu, et le silence peut parfois faire plus de bruit que les mots. Dans leur appartement lumineux de la banlieue parisienne, il observait les adultes débattre, s'affronter, se perdre dans des idées trop grandes. Lui, du haut de ses quelques années, se glissait dans les interstices. Une chaise vide, une porte entr'ouverte, un couloir où l'écho des disputes résonnait encore. Ce fut là sa première école, celle des regards détournés et des phrases interrompues. Il se souvient surtout de ce moment, un soir d'hiver, où la voix de sa mère s'est brisée d'un coup, comme si quelqu'un venait de lui arracher la confiance. Le jeune garçon comprit, sans que personne ne le lui dise, que la trahison n'était pas un grand geste dramatique, mais un frémissement, une ombre qui passe. Ce soir-là, il apprit aussi que certaines blessures ne s'oublient jamais, même quand on les recouvre de succès ou de lumière. Adolescent, il développa une manière bien à lui de survivre. Observer sans se montrer, écouter sans répondre, créer un monde intérieur où il pouvait enfin respirer. Les autres le trouvaient étrange, un peu lointain, toujours ailleurs. Lui savait seulement qu'il ne pouvait pas se permettre de faire confiance trop vite. Déjà, une part de son cœur se refermait, lentement, discrètement, comme une porte que l'on pousse avec la paume pour étouffer un courant d'air. Et dans ce retrait silencieux se cachait le premier fil reliant vers les 5 noms de sa vie. Car avant d'apprendre à ne pas pardonner, il avait appris à ne pas se protéger assez. Pour comprendre comment ces blessures d'enfance ont façonné l'homme qu'il deviendrait, il faut suivre Mathieu dans les années où tout s'est accéléré. Car si l'enfance lui avait appris à observer, l'âge adulte allait l'entraîner au cœur d'une lumière qui peut éblouir autant qu'elle peut brûler. Dans les années 1980, encore très jeune, Mathieu n'avait ni plan de carrière ni ambition dévorante. Il voulait simplement raconter des histoires, capturer des fragments de vie, comprendre ce qui se cache sous les gestes, sous les silences, sous les visages. Le cinéma s'est imposé à lui comme un refuge familier,
une salle obscure où il pouvait enfin respirer sans devoir se justifier. Il y trouva ce qu'il n'avait jamais trouvé dans sa propre maison. Un espace où les émotions avaient le droit d'exister. Son premier rôle marquant arriva presque par accident, mais l'industrie ne tarda pas à remarquer ce visage atypique, tour à tour fragile et incisif. On disait de lui qu'il avait un regard qui raconte quelque chose de brisé, et cette brisure devint sa force. Sur les plateaux, il travaillait avec une intensité silencieuse, presque fébrile, comme s'il cherchait dans chaque scène une réponse à ses propres questions. Puis vint « Comment je me suis disputé ?» Puis « Le scaphandre et le papillon ?» Puis bon, puis les festivals, les prix, les interviews, où il parlait doucement, presque timidement, comme si chaque mot devait traverser un filtre invisible avant de quitter ses lèvres. La montée fut fulgurante, mais jamais tapageuse. Il ne fut jamais de ceux qui crient leur réussite. Il avançait, sans s'arrêter, sans vraiment se retourner. Le public voyait un homme accompli, mystérieux, brillant. Mais derrière la caméra, derrière les lumières, les premiers craquements se faisaient sentir. Le succès a cela de cruel. Il attire autant de mains qui soutiennent que de mains qui manipulent. Et Mathieu, avec son instinct de solitaire, fut plus d'une fois pris de court par la duplicité de certains. Des promesses non tenues, des projets volés, des amitiés soudain devenues opportunistes. L'un des épisodes les plus marquants survint au moment où il commençait à réaliser ses propres films. Un projet auquel il tenait, construit avec minutie, fut récupéré par un collègue qu'il considérait comme un frère d'âme. Une trahison silencieuse, sans éclat, mais implacable. Ce fut la première fois qu'il sentit la lumière vaciller autour de lui, non pas à cause de la perte du projet, mais à cause de la perte de confiance. Et pourtant, il continua, comme toujours. Les tournages s'enchaînaient, les prix aussi. Il souriait sur les photos, serrait des mains, signait des contrats. Mais quelque chose en lui s'effritait doucement, un grain de sable coincé dans la mécanique de son cœur. Car derrière chaque applaudissement, il y avait une vérité qu'il connaissait trop bien. Plus il montait, plus il devenait vulnérable. Et dans cette ascension qui ressemblait à un miracle, se dessinaient déjà les contours des ruptures à venir. Les premières ombres des 5 noms qu'il n'oublierait jamais. Mais l'ascension, si brillante soit-elle, finit toujours par rencontrer son propre contre-champ, celui des ruptures, des silences trop lourds, des visages qui se détournent au moment où l'on croit pouvoir s'appuyer sur eux. Pour Mathieu, ce contre-champ arriva sans fracas, presque doucement, comme une fissure qui s'élargit au fil des années jusqu'à devenir une brèche impossible à ignorer. La première grande rupture fut professionnelle, mais son impact fut intime. Le projet qu'on lui avait arraché, celui qu'il avait nourri, porté, rêvé, laissa en lui une plaie ouverte. Il tenta de minimiser l'affaire en public, parlant d'un malentendu, d'un accident normal de carrière. Mais en privé, il savait que ce geste avait brisé quelque chose de fondamental. Sa confiance dans les alliances artistiques, dans la loyauté fragile du milieu qu'il aimait tant. Il comprit ce jour-là que la création pouvait être un terrain miné où l'on marche seul, même entouré. Puis vint la rupture plus personnelle, plus sourde, celle qui ne se raconte pas dans les magazines. Une histoire d'amour qui se défaisait morceau par morceau, sans cri ni porte qui claquent. Seulement 2 êtres qui s'éloignent, à force de vivre dans des mondes parallèles, l'un sur les plateaux, l'autre dans le quotidien. Ce fut un effacement progressif, presque imperceptible, mais terriblement douloureux. Une absence qui s'installe, comme un meuble trop lourd dans une petite pièce. Ces 2 coups successifs lui firent comprendre ce qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Malgré la réussite, malgré les rôles, malgré l'admiration, il restait cet enfant qui observait derrière une porte entr'ouverte, apprenant que rien ni personne n'est vraiment à nous. À partir de là, Mathieu se replia davantage. Il travaillait plus, parlait moins, refusait les amitiés trop rapides, les promesses trop belles. Il devint maître dans l'art de sourire tout en restant à distance, de tendre la main tout en gardant le cœur fermé. Et pourtant, dans ce retrait, dans cette solitude choisie mais subie, se préparait l'inévitable. Le moment où il allait enfin nommer les 5 personnes qui ont marqué sa vie d'une blessure indélébile. 5 visages, 5 cicatrices, 5 histoires
que même le temps n'a pas su dissoudre. 5 noms, 5 blessures, 5 histoires que Mathieu Amalric n'a jamais pu effacer, même lorsque la lumière des projecteurs semblait assez forte pour tout recouvrir. Il les porte en lui comme on porte 5 pierres au fond d'une poche. Petites en apparence, mais capables de faire pencher toute une vie du mauvais côté. Le premier nom, il le prononce toujours avec une sorte de nostalgie désarmée. Ce fut une histoire de jeunesse, un amour premier, fragile, construit dans ces années où l'on croit que la sincérité suffit à tout protéger. Elle s'appelait Élodie, un prénom qui semble glisser hors du temps. Ils avaient 20 ans, la vie devant eux, les rêves trop grands. Mais Élodie partit sans prévenir, emportant avec elle un secret qu'elle ne révéla que bien des années plus tard. Elle n'avait jamais cru pouvoir rester auprès d'un homme qui appartenait déjà un peu aux ombres qui l'observaient. Ce n'était pas une trahison éclatante, juste une désertion douce, silencieuse. Pourtant, Amalric ne lui pardonna jamais vraiment ce premier abandon, celui qui lui apprit que l'amour n'immunise pas contre la fuite. Le deuxième nom est plus sombre, plus tranchant, presque brutal. C'est celui d'un collègue, d'un ami de plateau, quelqu'un qu'il admirait profondément. Ensemble, ils avaient construit un projet intime, ambitieux, un film qui devait révéler une vérité précieuse. Mais avant même que Mathieu ne puisse présenter le scénario, ce collègue appropria l'idée, la remodela, s'en attribua la paternité. Dans le milieu, tout le monde parla de confusion artistique. Mais Amalric savait. Il avait senti le moment exact où la confiance avait été retournée contre lui. Ce fut pour lui un choc violent, la prise de conscience que la trahison peut naître de la main même qui vous serre le plus fort. Le troisième nom est le plus lourd, le plus intime. Il n'aime pas en parler, même aujourd'hui. C'est un membre de sa famille, pas un parent proche, mais quelqu'un qui gravitait autour de lui dans son enfance. Un adulte dont la présence autrefois rassurante s'était muée en ombre pesante. Une parole blessante, un geste injuste, un jugement répété qui avait laissé en lui une entaille profonde. « Tu n'y arriveras jamais vraiment, tu es trop fragile pour ce monde. » Ce genre de phrase, prononcée par quelqu'un que l'on croit bienveillant, peut devenir une prophétie toxique. Mathieu a grandi en essayant de démentir cette sentence, mais la blessure, elle, ne s'est jamais refermée. Il sait qu'il ne pourra jamais pardonner ceux qui, dès le départ, ont mis un poids sur ses ailes. Le quatrième nom n'appartient pas à une seule personne, mais à un ensemble, le public, ou plutôt une petite partie du public. Un soir, alors qu'il traversait une période particulièrement difficile, rupture, fatigue, perte d'un proche, il lut un article violent, cruel, écrit sans nuance, qui le dépeignait comme un homme froid, instable, incapable d'aimer. Ce texte circula rapidement, devint un sujet de moquerie. Ce n'était qu'un papier parmi tant d'autres, une critique de plus dans un océan de jugement. Mais pour lui, ce fut un coup de masse. Non pas parce que l'article était faux, mais parce qu'il venait toucher au point le plus vulnérable de son existence. Depuis ce jour, il garda une distance prudente avec l'opinion publique, sachant à quel point elle pouvait fracasser ce qu'elle a elle-même porté au nu. Il ne pardonna jamais cette violence anonyme, cette facilité avec laquelle on peut déchirer un être humain en quelques lignes. Et puis vient le cinquième nom, le plus important, le plus difficile, celui qu'il n'a jamais pu affronter complètement sans sentir sa voix trembler. Le cinquième nom, c'est le sien, parce qu'au fil des années, parmi toutes les trahisons, les abandons, les fractures, il a compris que la blessure la plus profonde venait de sa propre incapacité à se protéger. Il se reproche son naïveté, son besoin de croire trop fort aux promesses, son souci de plaire, son silence au lieu de la révolte. Il se reproche d'avoir laissé entrer les mauvaises personnes, d'avoir fermé la porte aux bonnes, d'avoir confondu la loyauté avec la peur d'être seul. Et chaque fois qu'il tente de pardonner, un murmure intérieur lui rappelle que certaines fautes, les plus intimes, sont les plus difficiles à absoudre. Alors, lorsqu'il dit qu'il y a 5 personnes qu'il ne pourra jamais pardonner, ce n'est pas un aveu de haine, c'est un aveu de lucidité, presque de fragilité. Une manière de dire que parfois, ce que l'on ne pardonne pas aux autres n'est que le reflet déformé de ce que l'on ne parvient pas à se pardonner à soi-même. En refermant cette parenthèse de confidence,
Quelque chose en Matthieu semblait s'être allégé, comme si le simple fait de nommer ses 5 présences ou ses 5 absences lui permettait enfin de respirer un peu différemment. La nuit tombait sur Paris, une nuit douce, presque ouateuse, où les fenêtres éclairées ressemblaient à des fragments d'âme suspendus au-dessus des toits. Dans la pénombre, son visage retrouvait une forme de calme fragile, cette paix imparfaite que connaissent ceux qui ont longtemps fui leurs propres ombres. Il resta un moment immobile, les doigts posés sur le rebord de la fenêtre, comme s'il cherchait un équilibre entre le monde extérieur et celui qu'il portait en lui. Les souvenirs défilaient encore, mais avec une intensité moindre, comme si les images perdaient enfin leur pouvoir de morsure. L'homme de cinéma redevenait l'espace d'un souffle, simplement un homme, ni héros, ni victime, juste un être qui tente de comprendre ce qu'il doit encore apprendre à lâcher. Dans un murmure, presque pour lui-même, il répéta « Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, mais peut-être qu'on peut apprendre à les regarder autrement. » Ses yeux se posèrent sur une vieille photographie oubliée sur la table. Sa mère. Un été lointain, souriante, sans ombre. Il eut un léger sourire, à peine visible mais sincère. Et puis, le silence reprit sa place. Un silence doux, non plus celui qui enferme, mais celui qui apaise. Car au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir qui nous a brisés, mais comment nous choisissons de continuer à marcher avec ces fissures. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Ou faut-il parfois laisser la douleur demeurer pour se souvenir qu'on a aimé?